Alors, on arrive au petit C. Donc petit C, sans le travail, nous serions enfin libres d'exercer ce qu'il y a de proprement humain en nous. Alors, la question qu'on se posait au terme du petit b, c'était finalement si on accepte cette hypothèse d'un remplacement du travailleur par la machine ou par le robot. Donc si on accepte cette hypothèse d'une fin du travail, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? C'est-à-dire, le progrès technique nous libère du travail, d'accord, mais il nous libère pourquoi? À quelle fin? Qu'est-ce qu'on va faire finalement de cette liberté qu'on aura gagnée? Donc c'est la question à laquelle répond le texte d'Aristote. Ce texte il va défendre la thèse selon laquelle, lorsque nous travaillons toujours sous l'influence de la nécessité. Nous travaillons parce que nous avons des besoins, manger, dormir, boire, se reposer, et que satisfaire ces besoins est indispensable. Enfin, si on mange pas, si on boit pas, on meurt. Et la seule façon de manger, bah, c'est de cultiver la terre ou de faire ce genre de choses. La seule façon de se protéger contre la météo, c'est de construire des maisons. Donc bref, la seule façon de satisfaire nos besoins, c'est de travailler. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le travail en lui-même qui nous est nécessaire. On n'a pas besoin de faire l'acte de travailler. Au contraire, l'acte de travailler, en général, c'est plutôt pénible, on s'en passerait volontiers. Ce dont on a besoin, c'est le produit du travail. L'agriculteur, il n'a pas besoin de bêcher la terre, ou de la travailler, il a besoin de manger des patates, ou de manger du blé. Le maçon, il n'a pas besoin de déplacer des briques, ou de construire des murs, il a besoin d'avoir une maison, pour se protéger contre la pluie et se protéger contre le froid. Donc bref, on travaille parce qu'on a des besoins, et on n'a pas besoin de travailler. On a besoin du produit du travail. Donc, Aristote, il va partir de cette idée selon laquelle l'acte de travailler nous endommage. C'est-à-dire que ça nous rend moins parfaits, ça nous dégrade. Reprenez la première phrase, je la relis. On doit considérer comme digne d'un artisan toute tâche, tout art, toute connaissance qui aboutissent à rendre impropre à l'usage et la pratique de la vertu le corps, l'âme ou l'intelligence des hommes libres. Alors, ici vous voyez un premier point, c'est l'idée que le travail peut nous endommager et donc nous rendre incapables de nous perfectionner. Vous voyez, rendre impropre à l'usage et la pratique de la vertu le corps ou l'esprit. Donc ça veut dire que finalement, quand je travaille, d'abord je peux endommager mon corps. Je peux faire en sorte que mon corps ne puisse plus exercer certaines facultés. Par exemple, vous savez que quand on passe une partie de sa vie à l'usine, euh, ça nous casse vite le dos, ça nous casse vite les articulations. Dans les métiers comme le secrétariat, par exemple, on parlait du secrétariat tout à l'heure, on peut avoir des affections type... alors ça, c'est un gros classique, c'est le syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien, c'est quand vous passez votre journée à cliquer une souris, comme ça, au bout d'un moment, vous avez des problèmes nerveux dans la main. Assez douloureux, et ça vous empêche d'utiliser votre main pour faire autre chose. Donc, le premier point, c'est que, en endommageant mon corps, le travail peut m'empêcher de perfectionner mon corps, de le muscler, de le rendre plus agile, plus rapide, plus fort, etc., etc. Et donc, ça va m'empêcher d'acquérir et de pratiquer cette vertu, qui serait, par exemple, je sais pas, la force, l'endurance, ce genre de choses. Donc, le travail m'empêche de rendre mon corps meilleur. Il le rend plutôt pire, au contraire. Il le rend plutôt inefficace et douloureux, et il le transforme en obstacle. Mais c'est la même chose pour l'esprit. J'ai parlé de l'exemple de l'usine tout à l'heure. Est-ce que le travail en usine ne risque pas de me plonger dans l'ennui, de me plonger dans la dépression? C'est-à-dire qu'au moment où je travaille, mon esprit est affligé d'une disposition douloureuse, c'est l'ennui, mais surtout quand je sors du travail, et c'est là que Aristote a vraiment raison, quand je sors du travail d'une journée de 8 heures de bureau, de 10 heures d'usine, ou de ce que vous voulez, est-ce que je vais vraiment avoir la capacité de concentration pour lire un livre, ou pour faire des exercices de maths, ou pour me cultiver, ou pour faire ce genre de choses? Eh ben non, ça vous le savez bien. Donc en fait, quand je vais sortir du travail, je vais avoir envie de me mettre sur mon canapé, de regarder Netflix ou de jouer à un jeu pas compliqué. Donc
Le travail va m'empêcher de développer, de perfectionner certaines vertus, un double titre. D'abord, pendant le travail, simplement au sens où le travail rend mon esprit plutôt malheureux pendant que je travaille. Et surtout, en dehors du travail, le travail va contaminer le temps libre, de sorte qu'on va être obligé de l'employer pour récupérer notre force de travail, c'est-à-dire se détendre pour se rendre apte à travailler à nouveau le lendemain. Et donc on pourra pas employer ce temps libre pour se rendre plus parfait, pour se rendre meilleur. Par exemple, je sais pas, apprendre le latin, apprendre une langue, devenir un meilleur cuisinier, ou même se muscler. Eh oui, ce qui marche pour l'esprit marche pour le corps aussi. J'ai pas trop envie d'aller à la salle quand je sors d'une journée de 10 heures d'usine ou 10 heures de bureau. Donc, l'idée que le travail afflige le corps ou l'esprit d'une disposition plus mauvaise, c'est l'idée que le travail, en exigeant de nous des efforts pénibles, va nous empêcher de développer certaines possibilités ou certaines virtualités qui sont comprises dans notre nature. Vous savez, au cœur de la pensée d'Aristote, il y a vraiment l'idée que chaque chose a une nature, et dans cette nature, vous avez un réservoir de possibilités. Par exemple, par nature, l'homme peut courir, marcher, chanter, faire des mathématiques, apprendre des langues, etc., etc. Et ces virtualités-là vont être bloquées dans leur développement, dans leur accomplissement, par le travail. C'est-à-dire que par le travail, je m'animalise et je ne m'humanise pas. Par le travail, je deviens plus animal, pour deux raisons. D'abord parce que je suis réduit le plus souvent à mon corps, hein. Même dans la plupart des métiers dits intellectuels. Tout à l'heure, je parlais du secrétariat. Bon, le secrétariat, c'est pas au premier abord un métier physique. Mais pourquoi c'est un métier qui, quelque part, m'animalise? Bah, parce que je vais faire des tâches répétitives. Et donc, je vais rentrer dans une sorte de boucle de la répétition, où je vais tout le temps répondre au téléphone, ou alors tout le temps taper des mails identiques, et je vais pas utiliser mes facultés humaines pour créer, pour inventer. Euh, je vais pas utiliser ce qu'il y a de plus spécifiquement humain en moi. Alors, bien sûr, on pourrait reprocher à Aristote l'idée que c'est un peu désobligeant pour les gens qui font ce métier parfaitement honnête, hein, de secrétaire ou de menuisier ou de plombier. C'est un peu désobligeant pour eux de dire que c'est un travail qui nous éloigne de l'humanité. Bon, quelque part, ces gens, ils ont rien demandé, voilà. Mais il reste que pour Aristote, ce sont des métiers qui nous empêchent d'accomplir ce qu'il y a de plus élevé en nous et ce qu'il y a de plus propre à l'espèce humaine. Donc, je suis un peu perdu dans mon propos. Au premier titre, je disais, le travail endommage le corps et l'esprit, et surtout, le travail nous empêche de nous perfectionner en contaminant le temps dans lequel on ne travaille pas. Ça, c'est le premier point important. Vous voyez. Et vous voyez que cette opposition entre, enfin, cette condamnation du travail, euh, Aristote va l'attacher à la figure de l'artisan. Vous voyez que dans la première ligne, il dit que les travaux dégradants, ce sont les travaux, entre guillemets, dignes d'un artisan. Alors à première vue, on comprend pas trop pourquoi Aristote en veut aux artisans. Nous, on a beaucoup de respect pour les plombiers, les électriciens, c'est des gens qui sont très utiles et dont on a besoin. Donc pourquoi est-ce que Aristote, comme ça, se met à clasher des artisans? On comprend pas trop. Il faut savoir qu'à l'époque d'Aristote, l'artisan, c'est celui qui est contraint de travailler pour vivre. Et c'est de plus la figure de l'étranger. Parce que par exemple, à Athènes, l'artisan, c'est le plus souvent le métèque, c'est-à-dire celui qui n'est pas citoyen athénien. Celui qui n'est pas né à Athènes de parents athéniens. Donc typiquement, c'est celui qui ne pourra pas voter et qui ne consacrera pas pardon, une partie de son temps à l'activité politique. Voter des lois, discuter des lois, déterminer les conditions de la vie bonne dans le cadre de la communauté des citoyens. Donc ça veut dire que déjà, l'artisan, c'est celui qui va être dans la vie de travail et pas dans la vie euh, politique, qui est aussi pour Aristote une vie intellectuelle, mais ça on y reviendra. Donc l'artisan, c'est celui qui se définit par son travail. Hein. On peut descendre encore d'un cran et on peut parler de l'esclave. L'esclave, non seulement il se définit par son travail, mais en plus il se définit par son statut de chose. L'artisan, c'est pas un homme libre au sens où il ne participe pas à la vie politique, mais c'est pas non plus une chose dans la mesure où il n'est pas la propriété de quelqu'un d'autre. L'esclave, lui, on l'a rappelé en classe, hein, c'est vraiment un objet, c'est la propriété d'une autre personne. Bon. Donc, voilà, Aristote défend l'idée que le travail de l'artisan
l'éloigne de l'humanité parce qu'il l'empêche de développer certaines capacités ou certaines facultés. Hein. Vous voyez, ça c'est très clair à la fin du paragraphe. Il dit que ces activités, donc le travail artisanal et le travail salarié, elles rendent la pensée besogneuse et abjecte. C'est tout simplement parce que quand je suis contraint de travailler, ça veut dire que, et ça c'est une idée très importante pour Aristote, si je suis contraint de travailler, ça veut dire que j'obéis à la nécessité. La nécessité, c'est le fait que dans notre nature, il y a la nécessité justement de manger, de boire, ces besoins dont je parlais au début de l'explication. Il y a un certain nombre de besoins qu'on n'a pas le choix de satisfaire ou non. Je peux pas choisir de ne pas boire pendant une certaine durée, sinon je meurs. Pareil pour la nourriture, pareil pour la protection contre le froid. Donc ça veut dire que le travailleur, il obéit. Le travailleur, c'est l'esclave du besoin, c'est l'esclave de la nécessité. Il obéit à cette nécessité qu'ont tous les vivants de finalement travailler pour répondre à leurs besoins. Et par opposition au travailleur, l'homme libre, justement, c'est celui qui va échapper à la nécessité. Mais alors comment il échappe à la nécessité? Bah, ça c'est un peu hypocrite de la part des Grecs. Il n'échappe à la nécessité qu'en recourant à des outils matériels, mais surtout des outils humains. C'est qu'en fait, le mec qui peut être libre, c'est forcément le mec qui a des esclaves ou des artisans qui travaillent pour lui. Et ça, c'est extrêmement clair pour les Athéniens. Hein. Les Athéniens, ils sont tout à fait conscients du fait que être un citoyen libre, et de façon générale, être un homme libre, c'est incompatible avec le travail. La liberté est incompatible avec le travail. Ce qui veut dire que le travail est une affaire d'esclave, ou une affaire d'artisan. Mais en tout cas, c'est pas une affaire d'homme libre. Parce que la participation à la vie politique et les activités qu'on dirait aujourd'hui culturelles, en fait pour Aristote, les activités théorétiques, les activités dans lesquelles on va contempler la vérité, donc essentiellement la science, ces activités-là, elles sont incompatibles avec le travail pour les raisons qu'on a données plus tôt. Parce que le travail me dégrade, alors qu'au contraire, dans les activités politiques ou intellectuelles, je vais avoir besoin justement de toutes mes dispositions pour pouvoir penser, pour pouvoir accomplir mon humanité. Alors, donc voilà, l'homme libre, enfin, il y a un prix à la liberté, et ce prix, c'est le travail des autres. Je ne peux être libre qu'à partir du moment où quelqu'un effectue des tâches, justement, dégradantes pour moi. Alors, vous voyez que, finalement, notre situation à nous, euh, elle s'approche de la situation du maître d'esclaves grec. Le maître d'esclaves, il a à son service des esclaves, et nous, on a à notre service des machines et des robots. Dans les deux cas, en fait, pardon, je suis pas très clair. La fiction que j'envisageais plus tôt, à savoir ce monde où on serait enfin débarrassé du travail par les robots, c'est exactement la situation du maître d'esclaves grec, hein, du citoyen grec qui peut justement se consacrer à la vie politique et à la vie intellectuelle parce qu'il a des gens qui bossent pour lui. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, à quel genre d'activité on se livre? C'est-à-dire, si je travaille pas, si je suis pas en train de travailler, qu'est-ce que je fais de mes journées? Là, je vais m'écarter un tout petit peu du texte parce que parce qu'il faut que je précise un point important. La tentation qu'on pourrait avoir une fois débarrassé du travail, c'est de se livrer à ce qu'on pourrait appeler l'hédonisme, c'est-à-dire à une vie dans laquelle on considère que le bien, c'est de se livrer à une succession rapide de plaisirs. On va passer notre temps essentiellement à jouer, à aller au restaurant, à aller en boîte de nuit, à boire de l'alcool. Bref, on va rechercher le plaisir. Le plaisir va être la valeur cardinale de notre existence. On va mettre vraiment la vie au service de la maximisation du plaisir. Ça, c'est peut-être l'option la plus évidente, parce que, en fait, spontanément, quand on s'imagine arrêter de travailler, on se dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que j'ai pas le temps de faire quand je travaille. Je voudrais davantage voir mes copains, davantage jouer à la play, euh, voir d'autres pays, faire ce genre de choses. Bon, rechercher des plaisirs. Mais Aristote répondrait sans doute que cette recherche effrénée du plaisir, c'est précisément le réflexe de l'homme qui travaille. C'est-à-dire que, en fait, ce que je trouve très, très fort dans ce texte d'Aristote, c'est qu'il nous dit que le travail contamine et pervertit ce que nous faisons de notre temps libre. Et finalement,
la raison pour laquelle on imagine que si on n'avait pas besoin de travailler, on rechercherait de façon effrénée les plaisirs, c'est parce que nous travaillons. C'est parce qu'en fait, nous cherchons le contraire de ce que de ce que nous éprouvons, pardon, au travail. Au travail, nous éprouvons des souffrances, nous nous ennuyons, voire nous souffrons physiquement. Donc, on se dit que dans notre temps libre, on veut, justement, éprouver le contraire de ça, à savoir du plaisir. Mais ce que nous dirait Aristote, c'est qu'il y a il y a une sorte de juste milieu. C'est-à-dire que, on constate que quand on a du temps libre de façon prolongée, on se lasse vite du plaisir. Il y a quelque chose de superficiel dans le plaisir qui nous suffit pas. Précisément parce que le plaisir, le plus souvent, il nous rend pas plus parfait, il nous rend pas meilleur. Il fait pas en sorte qu'on développe nos capacités, nos possibilités. Bien sûr que quand je joue à FIFA, je deviens meilleur à FIFA, mais est-ce que devenir meilleur à FIFA, c'est un but en soi? En fait, non, je suis pas sûr. Ce qu'on considère habituellement comme des buts en soi, comme des finalités propres, c'est le perfectionnement dans plusieurs disciplines. Je vise comme un but en soi le fait de devenir un meilleur cuisinier, ou le fait de devenir un meilleur sportif, ou le fait de devenir un meilleur philosophe, d'apprendre une langue, de maîtriser les mathématiques. Ça, souvent, ça nous sert de finalité autonome. Or, précisément, si vous vous souvenez du confinement, par exemple, la plupart des gens ont profité du confinement pour apprendre des choses. L'exemple typique, c'est la cuisine, d'apprendre à faire du pain. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à apprendre à faire du pain pendant le confinement. Et ça, c'est arrivé après les premiers jours de stupeur où effectivement on s'est tous jetés sur nos écrans, on a tous passé notre temps à faire des jeux vidéo ou à écumer les réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Mais ça nous a très vite laissé un petit goût d'amertume dans la bouche. On s'est dit, il doit y avoir quelque chose de plus. Et Aristote, justement, nous dirait qu'on a été déçu par ces activités parce qu'elles ne perfectionnent pas. Dans le fait de scroller sur TikTok ou de jouer à FIFA, ne s'exerce aucune vertu humaine, aucune possibilité de l'homme. Et surtout, ça ne rend pas meilleur. Alors que, apprendre une nouvelle chose, bah, si vous voulez, c'est comme augmenter une statistique dans un RPG, ça nous rend meilleur. Maintenant, je sais faire du pain, avant, je savais pas faire de pain. Je suis quelque part plus parfait. J'ai accompli une possibilité qui se trouvait dans ma nature. Et donc, ce que nous dit Aristote, c'est que tout le principe de la vie de loisir, c'est qu'elle nous permet, justement, de développer ces virtualités que le travail allait inhiber. C'est-à-dire, le problème du travail, c'est que pendant que je travaille, je fais des tâches répétitives et aliénantes, donc je ne deviens pas meilleur. Par exemple, pendant que je suis à l'usine, je suis pas en train d'apprendre une langue, de faire de la littérature, ou même d'apprendre à faire du pain, ce genre de choses. Quoi. Donc, pendant que je travaille, comme je fais un travail spécialisé, je fais pas autre chose. Et comme je fais tous les jours le même travail, bah finalement, je vais pas développer la gamme de mes possibilités. Et surtout, en dehors du travail, je vais pas avoir l'énergie ou la force de me consacrer à des tâches qui pourraient, elles, me perfectionner. Donc, si vous voulez, le loisir permet un développement que le travail ne permet pas. La vie de loisir, pour Aristote, elle me permet d'être heureux. Ça, c'est vraiment l'opposition qui va dominer le deuxième paragraphe. Je ne peux pas être heureux quand je travaille, je peux être heureux quand je ne travaille pas. Ce qu'Aristote appelle la vie de loisir. Mais il faut faire très attention à cette expression vie de loisir, parce que quand il parle de loisir, il parle justement pas de divertissement ou de plaisir superficiel. Euh, Ici, il faut prendre le mot loisir dans son sens vraiment étymologique, enfin dans son sens littéral. Le loisir, c'est l'absence du travail. Ça veut d'abord dire ça en français. Donc, le loisir, c'est pas d'abord une activité particulière, comme dans l'expression base de loisir. En fait, dans une base de loisir, vous avez plusieurs activités comme du rafting, du kayak, des jeux de ballon, des moyens de transport, du vélo, machin, tout ça. Bon, non, c'est pas ça le premier sens du mot loisir. Le premier sens du mot loisir, c'est la disparition du travail. Mais évidemment, Aristote va élaborer davantage ce sens de vacances. Vacances, ça veut aussi dire vide. Hein. Il va nous dire, la vie de loisir, elle doit pas se définir de façon négative par l'absence du travail, elle doit se définir de façon positive comme la vie dans laquelle on se perfectionne et on va développer tout ce qui est humain en nous. Vous voyez, quand je travaille pas, je peux justement développer toutes ces possibilités qui sont inscrites en moi dans ma nature, hein, et que le travail m'empêchait de développer. Savoir cuisiner, apprendre plusieurs langues, savoir chanter. Toutes ces possibilités-là, elles étaient inhibées par le travail,
et elles peuvent être développées dans la vie de loisir. Et c'est pour ça que dans la vie de loisir, je peux être heureux. Vous vous souvenez de la fin du chapitre 4, où on parlait de l'éthique de la vertu chez Aristote. Aristote, il nous disait justement que le bonheur, c'est le plein développement des capacités humaines. C'est l'actualisation de la nature humaine, en particulier dans la vertu. Et ben justement, la vie de loisir, elle permet cette actualisation des possibilités latentes. Elle permet ce développement, hein, si vous voulez. C'est pour ça que je peux pas vraiment être heureux quand je travaille, parce que quand je travaille, je peux pas justement travailler ces différentes compétences qui sont latentes dans ma nature, mais que du coup je vais jamais actualiser, que je vais jamais passer à l'acte, hein. Voilà. Alors, à ce stade, comment on inscrit ce texte dans notre raisonnement? Ben, on a justement l'idée que si euh, on peut conquérir cette fin du travail par le progrès technique, on a une porte ouverte vers le bonheur. C'est-à-dire que la fin du travail, c'est la possibilité du bonheur. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment il y a eu fin du travail? Et là, je pars sur la transition. Vous voyez, vous avez une transition en bas, hein, vous avez plusieurs lignes de transition. Ok, on peut envisager conceptuellement une fin du travail, c'est-à-dire un remplacement du travailleur par tous les outils techniques imaginables, mais est-ce que c'est ce qui s'est vraiment passé? C'est-à-dire, est-ce que actuellement vous vivez dans un monde où personne ne travaille? Bien sûr que non. Vos parents travaillent, vous allez travailler, je travaille. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu euh, non, pardon. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu fin du travail en fait, alors que cette fin du travail était possible en droit? Eh ben, je donne donc deux arguments qui permettent de justifier ça dans la transition. D'abord, l'idée que la fin du travail, ce serait un choix, c'est-à-dire une possibilité laissée ouverte par le progrès technique, mais manifestement, ce n'est pas le choix que collectivement nous avons fait. Nous avons employé les gains de productivité liés à la mécanisation et au progrès technique à la croissance. Nous ne les avons pas employés à la libération des salariés. C'est-à-dire concrètement, quand on a gagné en productivité avec la mécanisation, on n'a pas dit aux salariés, bah cool, tout le temps qu'on a gagné avec les machines, on va vous le reverser en RTT ou en congé. Non. On leur a dit, vous allez travailler toujours autant, et gain de productivité issu de la mécanisation plus temps de travail humain conservé, égale gain de productivité et croissance. Donc si vous voulez, pour simplifier, on a dirigé le progrès technique vers l'activité économique, vers le fait de gagner de l'argent, et pas vers le fait de gagner du temps. Donc cette efficacité croissante, on l'a dirigée vers le capital, et pas vers la libération du travail. Donc, il y a l'idée que quand même, le progrès technique ne nous libère pas automatiquement du travail. Il faut encore qu'on le veuille bien. Il faut encore qu'on fasse ce choix d'affecter les gains de productivité issus de la mécanisation à des gains de temps pour les salariés. Mais on n'a pas fait ce choix, précisément. Deuxième raison qui fait qu'on n'assiste pas actuellement à une fin du travail, c'est tout simplement que le progrès technique implique des outils et des machines d'une sophistication croissante, de plus en plus complexes. On a besoin d'avoir justement des machines qui vont être de plus en plus compliquées. Et ces machines, il faut les concevoir, il faut les entretenir, il faut les réparer, il faut les produire. Donc, tout le travail, enfin, notre travail porte de plus en plus sur le système technique, c'est-à-dire l'ensemble des outils et des machines, et de moins en moins sur la nature elle-même. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le progrès technique nous a libérés de quelque chose, il nous a libérés de la nature. Avec le progrès technique, on n'est plus soumis aux aléas justement, tout à l'heure je parlais de la météo, on n'est plus soumis aux aléas des bêtes sauvages qui peuvent nous empoisonner, nous mordre, nous blesser, tout ce qu'on veut. On n'est plus des esclaves de la nature, on se met à dominer la nature avec la technique. Mais quel est le prix de cette libération? Il semble que ce coût, ce soit justement l'asservissement à la technique elle-même. Si on n'est plus les esclaves de la nature, on reste les esclaves de la technique et du travail qui permet de produire, d'entretenir cet appareil technique. Donc, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce que euh, est-ce que le progrès technique nous a vraiment libérés du travail, ou est-ce qu'il nous a au contraire, est-ce qu'il a simplement changé la direction du travail?
Auparavant, notre travail portait sur la nature, maintenant, il va porter sur l'appareil technique. Donc c'est le sens de la dernière phrase de la transition, hein. À la fin, je vous dis, faut-il donc penser que le progrès technique, loin de nous libérer de la nécessité de travailler, ne fait que la renforcer et la rendre encore plus pénible. Finalement, dans le grand 2, on va défendre l'idée que le progrès technique nous a pas du tout libéré du travail, il a simplement redirigé le travail. Il a fait en sorte que, au lieu d'être esclave du travail sur la nature, on devait absolument travailler la nature pour survivre, bah maintenant on est esclave du travail sur la machine. C'est-à-dire qu'on doit absolument, pour maintenir notre système technique, euh, nourrir la machine par notre travail d'entretien, de production, de réparation, etc. Donc voilà, ça va être la thèse du grand 2, donc autrement dit, le progrès technique ne nous libère pas du travail, il ne fait que le rediriger vers la technique, et ce faisant, le rendre peut-être encore plus pénible et encore plus aliénant. C'est ce qu'on verra dans le grand 2.